c'est le réchauffement climatique. On va expliquer qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, conséquences directes et indirectes, exemples de conséquences. La définition. Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est la conséquence de toute la pollution que l'humanité a créée depuis la révolution industrielle, 1762. Conséquences. Il y a deux types de conséquences il y a conséquences directes et indirectes. Les conséquences directes sont haute température maximale et minimale au niveau de la mer, et par exemple la sécheresse. Et conséquences indirectes sont par exemple l'agitation des océans due aux concentrations de HCO3 élevées dans l'eau en raison de la hausse des concentrations de CO2. Exemple de conséquences à voir dans le monde, les inondations, les submersions des villes et villages, les crues à tout le monde, les cyclones, les vagues de chaleur, les sécheresses, les incendies, et la neige, et la biodiversité et l'économie. Enfin. On va parler des défis du XXIe siècle. Sommaire. Qu'est-ce que c'est un protocole environnemental? Les protocoles de Montréal, les protocoles de Kyoto, les sommets de Copenhague, le pacte d'énergie-climat et les protocoles de Madrid. Qu'est-ce que c'est un protocole environnemental? Il s'agit d'une série de protocoles au niveau international pour réduire et ralentir les changements climatiques. Elles sont mises en œuvre lors d'une série de réunions internationales. Les protocoles de Montréal. Les protocoles de Montréal éliminent progressivement la consommation et la production de différents SAO avec des calendriers différents pour les pays développés et les pays en développement. Ce que dit le trait, c'est que tous les partis ont des responsabilités spécifiques liées à l'élimination progressive de différents groupes de SAO, à la surveillance de leur commerce, à la communication manuelle des données, etc. Les pays en développement et les pays développés ont les mêmes responsabilités. Le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, signé en décembre 1997 et entré en vigueur en 2005, vise à réduire les émissions de 6 gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'hydrofluorocarbone, l'hydrocarbure perfluoré et l'hexafluorure de soufre. Le protocole de Kyoto, partie 2. Le protocole de Kyoto prévoit 3 mécanismes de flexibilité auxquels les pays développés peuvent recourir. Ces mécanismes s'ajoutent aux mesures qui peuvent être mises en place sur le plan national pour réduire les émissions de GES. Les permis d'émission, mécanisme qui permet de vendre ou d'acheter des droits des GES entre les pays industrialisés afin d'améliorer les systèmes de production les plus polluants. La mise en œuvre conjointe, mécanisme de financement de projets ayant pour objectif principaux le stockage de carbone et la réduction des émissions de GES. Elle concerne principalement les projets industriels et forestiers lancés en Russie et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et le mécanisme de développement propre, mécanisme qui permet aux pays développés de réaliser leur objectif de réduction des émissions de GES en investissant dans des projets réduisant les émissions de GES dans des pays en voie de développement. Le protocole de Copenhague. Conformément à la Convention de Cannes de 1992 et la COP 15, reconnaissait les 3 principes fondamentaux d'un accord international sur le changement climatique. Le principe de précaution, le principe de responsabilité commune et différenciée et le principe du droit au développement. Pour
Pour définir un accord international en luttant contre les changements climatiques, la conférence de Copenhague devra répondre à d'importants enjeux. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et assurer l'avenir du protocole de Kyoto. Les paquets d'énergie-climat. Le 24 octobre 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont mis d'accord sur des nouveaux objectifs à l'horizon 2030. Ces objectifs ciblent les mêmes thématiques que les paquets d'énergie-climat 2020 à des niveaux plus ambientaux, à savoir pour 2030. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE à 40% par rapport au niveau de 1990. Objectif de réduction de 20% à l'horizon 2030. Porter la part des énergies renouvelables à 27% dans la consommation d'énergie de l'UE, objectif de 20% à l'horizon 2020. Réduire de 27% la consommation d'énergie par rapport au scénario de consommation estimé pour 2030 grâce à des actions d'efficacité énergétique, 20% à l'horizon 2020. Les protocoles de Madrid. Le protocole de Madrid a été adopté en 1991 et poursuit les objectifs suivants. Zone centrale d'émission zéro, la remise en état des principales voies d'accès au centre-ville, la priorité aux piétons, améliorer et atteindre les réseaux cyclables et la réglementation du stationnement avec des critères de qualité de l'air. Celle-là, c'est les pages web qu'on a utilisées. Et enjeux énergétiques de la France. L'origine de la transition énergétique en France. Le Conseil de transition énergétique français remonte à la décennie de les années 2000, lorsque il s'est institutionnalisé en série de réunions organisées par les gouvernements français sur les questions environnementales. Sous le nom de REN, six groupes de travail composés de représentants de l'État, des collectivités locales, des entreprises, des syndicats et des ONG. On travaille sur les mesures à prendre en France dans le domaine du climat, de la préservation de la biodiversité, du développement de nouveaux modes de production et de la consommation durable, afin de construire une démocratie écologique, afin des modes de développement favorables à l'emploi et à la compétitivité. Les conclusions de ces réunions ont conduit à l'adoption de deux lois importantes, la loi Grenelle 1 et Grenelle 2. Ça c'est un graphique projeté de la production d'électricité en France. Et la majorité c'est nucléaire et seulement en petite partie c'est énergie renouvelable. La promotion des énergies renouvelables. La loi fixe l'objectif d'augmenter le part des énergies renouvelables d'un 15% en 2015 à 23% en 2023 et 32% en 2030. Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements considèrent qu'il est essentiel d'impliquer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables. Simplifier les règles et procédures administratives pour atteindre les entreprises et les investisseurs appellent de fait pour les énergies renouvelables annoncées pour les périodes 2016 et 2019. L'intégration de l'énergie nucléaire. Parallèlement à l'augmentation des énergies renouvelables, la loi limitait le poids des énergies renouvelables, sans pas autant ni sans important dans les mix énergétiques. À cette fin, la loi fixera désormais une limite annuelle à la capacité de production d'énergie nucléaire, actuellement fixée à 3,2 gigawatts et en réduction du poids de l'énergie nucléaire afin de capacité en
50% de l'électricité en 2025. La loi également en fait 4 paramètres pour les centrales nucléaires dont l'exploitation se prolonge au-delà de 40 ans. Clarifier devant le rôle des autorités de sûreté nucléaire et améliorer la réglementation du démantelage des centrales et du stockage des déchets. J'ai fini. Trois, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie solaire et les différents types qu'on a dans ce type d'énergie. Donc, le solaire, puisque c'est une centrale électrique, l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie thermodynamique, les avantages de l'utilisation de l'énergie solaire, l'utilisation de bronze et l'utilisation en Espagne. Donc, puisque c'est une centrale électrique, c'est un lieu industriel destiné à la production d'électricité. Les centrales électriques alimentent en électricité au moyen du réseau électrique les consommateurs particuliers et industriels éloignés de la centrale. La production d'électricité y est assurée par la conversion en énergie électrique d'une énergie primaire qui peut être soit mécanique, soit la force du vent, la force de l'eau des rivières, des marées, soit chimique, des réactions d'oxyréduction avec des combustibles fossiles non tels que la biomasse, soit nucléaire et soit solaire. L'énergie solaire, c'est l'énergie électromagnétique provenant du soleil, traversant l'atmosphère qui en absorbe une partie et parvenant à la surface de la Terre. L'énergie solaire est aujourd'hui utilisée pour les voitures et pour produire de l'électricité à la maison. C'est pourquoi on voit des panneaux solaires sur les toits de certaines maisons. L'énergie photovoltaïque, c'est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire grâce à des panneaux des centrales solaires photovoltaïques. Elle est renouvelable car sa source est considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Le principal exemple de cette énergie sont les plaques photovoltaïques et les centrales photovoltaïques. Moi, je veux parler de l'énergie thermique solaire. Cette méthode de production d'énergie consiste en effet à capter les rayons du soleil, notamment la chaleur que s'en dégage via des panneaux photovoltaïques pour les convertir en électricité, injectable sur les réseaux énergétiques grâce à des ondes onduleuses. On peut voir que toutes les personnes sont aujourd'hui familières avec l'énergie solaire thermique, qui utilise bien la mesure s'appuie sur un concept qui diffère. La transformation de la lumière en chaleur se matérialise par l'échauffement d'un fluide qui peut se présenter sous une forme solide ou liquide. Celui-ci peut ensuite être utilisé de différentes manières, pour assurer la production de chaude sanitaire ou pour faire fonctionner un équipement de chauffage, un équipement via la production de vapeur d'eau qui entraînera à son tour des alternateurs grâce à ce processus. Il est ensuite possible d'obtenir une énergie électrique qui peut permettre de nombreux usages, comme l'utilisation d'une climatisation par exemple. Ici, on a un schéma de comment fonctionne l'énergie thermique solaire dans une maison. Avec les panneaux solaires ou photovoltaïques, on peut utiliser la chaleur qui produit le soleil et aussi la lumière pour fabriquer de l'énergie électrique qui peut par exemple chauffer l'eau pour créer un système d'eau dans une maison. L'énergie thermodynamique solaire. Le solaire thermodynamique est un terme très développé toutes les techniques de transformation des rayons du soleil en chaleur. Ce type d'énergie fonctionne pareil à l'énergie photovoltaïque et la thermique. Grâce à un dispositif optique de concentration du rayon solaire, il est possible de chauffer des fluides à très haute température.
Une fois produite, cette chaleur peut être utilisée pour générer de l'hydrogène ou produire de l'électricité. Une centrale solaire thermodynamique permet en effet de transformer les rayons du soleil en électricité. Schématiquement, elle capte les flux solaires qu'un système transforme en chaleur. La chaleur est ensuite convertie en électricité. Il est possible de stocker la chaleur produite grâce à un espace de stockage thermique. Ensuite, la production d'électricité n'est pas interrompue en cas de mauvais temps. Avantage de ce type d'énergie. Ce type d'énergie est renouvelable et facile à obtenir, puisque tous ces types d'énergie sont obtenus en profitant de la lumière et de la chaleur du soleil, en la convertissant en énergie que nous transformons ensuite en électricité ou en autre type d'énergie. Utilisation en France. La France a installé un total de 943 MW de nouvelles capacités solaires photovoltaïques l'an dernier, selon les données publiées par le ministère français de la transition écologique, ce qui représente une très légère augmentation par rapport aux 942 MW installés en 2019 et un peu plus de 10% d'augmentation sur les 843 MW de 2018 et les 840 MW de 2017. Production primaire d'énergie renouvelable par filière en 2019. Ici, nous pouvons voir que le plus grand est le bois énergie. Utilisation en Espagne. L'Espagne a installé un total de 596 MW en plaques solaires photovoltaïques, selon la red eléctrica espagnole en 2020. On va parler sur les énergies hydroélectriques et comment fonctionnent les centrales hydroélectriques, les avantages, les inconvénients et comment fonctionnent en France et en Espagne. Qu'est-ce que c'est l'énergie hydroélectrique? L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable qui exploite l'énergie du flot de l'eau, rivière, fleuve, courant marin, etc. L'énergie cinétique du courant de l'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. L'hydroélectricité constitue la première source renouvelable et la troisième source de production au monde. 15,8 en 2018. Derrière le charbon, 38% et le gaz, 23,2%. Centrale hydroélectrique et barrage. La centrale hydroélectrique est une installation qui produit de l'électricité en se servant de la force de l'eau. C'est ce que l'on appelle l'énergie hydrologique. La centrale hydroélectrique est composée de trois parties principales, le barrage, la centrale et le moteur. Le barrage hydraulique est l'élément clé du fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. C'est lui qui va gérer et canaliser l'eau afin de créer l'électricité. Comment fonctionnent les centrales hydroélectriques? La centrale hydroélectrique se situe en contrebas du barrage. La force de chute de l'eau va ainsi permettre d'accélérer la turbine, qui va ainsi faire fonctionner l'alternateur. Ce dernier va alors produire un courant alternatif qui va être envoyé au transformateur électrique de la centrale hydroélectrique. La puissance de la centrale hydroélectrique dépend essentiellement de la force de l'eau. Le transformateur est le dernier élément clé qui permet de générer
d'électricité. Celui-ci va élever la tension du courant et la température produit. Cette électricité va ensuite être transportée par les lignes à haute et très haute tension. Ici, on peut voir une image des différents parties des différents des centrales électriques, les barrages, les turbines électrificateurs et les hautes tensions. Les avantages de l'énergie hydraulique. En énergie internement maîtrisée, grâce à des années d'expérience, réussi à transformer la puissance de l'eau en énergie. L'étourement a parfaitement appris à maîtriser ce gazet et les différentes façons de la transformer. Le deuxième élément intéressant, cette énergie est basée sur des constructions importantes capables de produire des quantités élevées d'énergie. En flexibilité de la production, le système de barrage permet de pouvoir facilement régler l'intensité du début d'eau et la production d'énergie finale. Et en sécurité absolue, par le fait que nous utilisons comme carburant de type fossile ou nucléaire, l'énergie hydraulique est une des énergies les plus sûres en termes de production. Les inconvénients de l'énergie hydraulique. Des investissements durs, en effet, la construction d'un barrage d'ouverture et durable nécessite des coûts de génie civil importants. Le risque de des sous-jacents de l'énergie hydraulique il est clair qu'une éventuelle sécheresse peut avoir des impacts fortement négatifs sur l'ensemble de la production. La nécessité d'avoir un terrain propice. L'énergie hydraulique se base sur la nécessité d'avoir du relief pour que l'intensité de l'eau soit importante. De fait, cette production de l'énergie nécessite de se situer sur des reliefs de type montagneux, où les cours de l'eau peuvent avoir des chutes importantes et les cours de courants maritimes sont particulièrement forts. La plupart des endroits exploitables par l'énergie hydraulique ont déjà été équipés. Et l'impact environnemental à la construction. La construction des lignes centrales destinées à produire l'énergie hydraulique peut avoir un effet indésirable pour l'environnement dans lequel elle est implantée. On va parler de la sécheresse. La sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par le manque d'eau sur une durée suffisamment longue pour affecter les sols et la végétation. Un épisode de sécheresse peut être ponctuel ou cyclique. Le fonctionnement des centrales hydroélectriques dépend des précipitations. Les périodes de sécheresse entraînent une réduction de la production d'électricité, ce qui peut conduire à des coupures de courant. La définition d'état de sécheresse varie suivant les régions du monde. En France, on considère qu'il y a sécheresse absolue lorsqu'aucune goutte de pluie n'est tombée pendant 15 jours consécutifs. Comment est-elle utilisée en Espagne? Environ 20% de l'électricité espagnole provient de l'hydroélectricité. Dans le passé, l'hydroélectricité représentait plus de 92%. Mais aujourd'hui, elle est plus fondamentale au sein des énergies renouvelables, car l'énergie éolienne a commencé à se développer et est devenue la plus grande source d'énergie renouvelable dans notre pays. Les 40% de l'énergie hydroélectrique en Espagne provient des régions suivantes: Castille-Léon, Galice, Aragon, Catalogne et Extremadure. L'électricité produite dans les centrales hydroélectriques est généralement injectée dans les réseaux généraux. Il est également utilisé par les industries de certains secteurs tels que la chimie, la sidérurgie, les papiers, les textiles, les ciments, etc. Notre rivière pousse d'eau et aux autres motifs, la France a pu développer un important réseau de centrales hydroélectriques. Environ 2300 centrales hydroélectriques de toute taille permettent de produire de l'électricité sur le territoire. Cela place les pays au second rang européen en matière de production hydroélectrique. Cette énergie renouvelable
triés avec les réseaux français. Il y a un complément des énergies fossiles utilisées et représente la plus grosse part de l'énergie renouvelable française avec environ 70%. Aujourd'hui, Alejandro, Raoul et moi voulons vous parler de l'énergie éolienne. Définition. L'énergie éolienne utilise la force du vent à travers l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement circulaire, des masses d'air en mouvement autour du globe. La racine étymologique du terme éolien provient du nom des personnages mythologiques éoliens, connus en Grèce antique comme la maître des vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs. Et ils sont des dispositifs qui transforment l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le fonctionnement d'une turbine électrique est le contraire qui d'un ventilateur. Le vent fait tourner des pales qui font tourner un arbre, lesquels relient un générateur et produit de l'électricité. Ils peuvent être utilisés pour diverses applications telles que le broyage, et le pompage d'eau ou la production électrique. Les avantages. Les avantages des éoliennes sont qu'ils produisent des énergies renouvelables, ce qui signifie qu'ils ne polluent pas et sont sains pour la planète. Elles n'occupent pas autant d'espace que les autres énergies renouvelables et ne modifient pas l'environnement. Ils fonctionnent partout dans le monde où il y a un vent favorable. Maintenant, je dois parler de l'utilisation des énergies éoliennes en Espagne. L'énergie éolienne est la technologie de production ayant la plus grande capacité installée. En 2021, l'énergie éolienne en Espagne a contribué à une hauteur de 32,9% de plus qu'en 2020. Et pour finir, je dois parler de l'utilisation en France. En 2018, la France était le 4e producteur européen et le 9e producteur mondial d'énergie éolienne. Elle s'est fixée pour objectif d'installer entre 5200 et 6200 MW de capacité éolienne au large de ses côtes. Et fin. Aujourd'hui, nous allons présenter l'énergie marine par Marcela Carvajal Chacón, Manuel Bandura Aguilera et Javier Rasero Gutiérrez. Nous allons parler de ce que c'est l'énergie marine, exemple d'utilisation, avantages et utilisation en France et en Espagne. Qu'est-ce que c'est l'énergie marine? On appelle l'énergie marine un ensemble de technologies qui exploitent l'énergie des océans. La mer a un grand potentiel énergétique et qui s'est manifesté principalement par les vagues, les marées, les courants et la différence de température entre la surface et le fond marin. Dans une centrale marémotrice, c'est réguler les processus dans lesquels l'énergie marine est obtenue. L'énergie est obtenue de la manière suivante. Lorsque la marée monte et descend, une énergie est générée et utilisée par les turbines pour produire de l'énergie électrique. Exemples d'utilisation. Il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de l'énergie marine. Par exemple, fournir de l'énergie aux petites villes côtières qui a la mer à côté d'eux. L'électricité pour les industries complétées par d'autres sources d'énergie, produire de l'hydrogène vert, et c'est un des exemples plus importants
pour l'environnement et réduire les émissions nocives et soutient l'industrie de les méthodes de production. Avantages. Les avantages de l'énergie marine sont nombreux. C'est une source potentielle d'approvisionnement très importante. C'est une technologie largement éprouvée. Humain pour l'énergie marémotrice, l'espace nécessaire est très réduit. Pour l'énergie hydrolienne, de même que l'impact visuel, contrairement au éolien. Il est aussi une énergie renouvelable. L'utilisation en France et en Espagne. Dans l'Espagne, la première centrale marémotrice est à Motrico, dans Guipúzcoa. Il est construit en 2011 et il y a 16 turbines qui peuvent produire 700 kWh en année. En France, seule l'usine marémotrice est de la Rance, dans la Bretagne, et inaugurée en 1966. Elle produit l'électricité de façon industrielle à Paris de l'énergie marine et plus précisément des marées. L'usine d'une puissance installée de 280 MW, un coût de production de 10 MW chaque année, produit annuellement l'équivalent de la consommation électrique de 2125 habitants, soit la ville d'Auvergne. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie de la biomasse. Le sommaire, définition, exemple d'utilisation, avantages et utilisation en France et en Espagne. Définition. L'énergie de la biomasse sont toutes les matières organiques, végétales ou animales. L'énergie biomasse est produite à partir de déchets végétaux, de bois, de champignons, d'algues. Cette masse organique peut être prélevée dans l'environnement ou être cultivée. Les déchets des industries qui utilisent ou génèrent des matières organiques peuvent également être recyclés pour produire de l'énergie biomasse. Exemples d'utilisation. Les principales filières sont structurées en deux catégories et par les originaux de la biomasse. Forêt de bois, agriculture, biodéchets, industrie et activités urbaines et humaines utilisant des matières organiques de déchets et animales, mer et milieux aquatiques. Avantages. Une source d'énergie renouvelable, une réduction globale des gaz à effet de serre et des ressources peu coûteuses. Utilisation en France et en Espagne. En France, plusieurs centrales produisent de l'électricité grâce à la biomasse. Le bois est également utilisé pour le chauffage collectif et industriel. En 2017, la biomasse solide a représenté en France les 40,3% de la production primaire d'énergie renouvelable. Si elle sert davantage comme source de chaleur, elle est également utilisée pour la production d'électricité. En Espagne, l'objectif fixé par le plan énergie renouvelable espagnol était d'atteindre 1370 MW de puissance installée en biomasse. L'Espagne, placée en 6e position des producteurs d'énergie primaire à partir de biomasse, est en 10e position pour la production d'électricité à partir de biomasse. Il possède une puissance électrique de 533 MW obtenue principalement à partir des résidus industriels de biomasse. Fin.